Il affirme qu'il revient en outre à l'accusation de prouver que l'auteur des actes incriminés avait ou aurait dû avoir connaissance du statut protégé de la victime. Au vu du principe de la culpabilité individuelle, la Chambre d'appel convient qu'il est nécessaire de démontrer que l'auteur d'un crime, au sens de l'article commun numéro 3, avait ou aurait dû avoir connaissance du fait que la victime ne participait pas activement aux hostilités au moment de la commission du crime. Bien que le jugement en première instance ne comporte aucune constatation explicite à cet égard, sa lecture intégrale montre, et ce clairement, que la Chambre de première instance s'est effectivement posé la question de savoir si les auteurs directs avaient ou auraient dû avoir connaissance du statut protégé des victimes, et ce, pour chacun des crimes commis. Par conséquent, l'argument avancé par Johann Tarczulowski sur ce point est rejeté. Dans son quatrième moyen d'appel, M. Tarczulowski avance que les éléments de preuve étaient insuffisants pour constater, au-delà de tout doute raisonnable, que des meurtres, destructions sans motif et actes de traitement cruel avaient bien été commis. La Chambre d'appel constate cependant que la Chambre de première instance a bien identifié les auteurs des 3 meurtres retenus dans l'acte d'accusation comme étant des membres du groupe de policiers dirigé par Johann Tarczulowski. Les éléments de preuve suffisaient également à établir, au-delà de tout doute raisonnable, les circonstances du meurtre de chacune des victimes et les circonstances des traitements cruels infligés, ainsi que le statut des victimes de ces actes et la mens rea de leurs auteurs. M. Tarczulowski n'est pas parvenu à démontrer que les constatations de la Chambre de première instance à cet égard seraient entachées d'erreur. Concernant la destruction arbitraire de 12 maisons, Johann Tarczulowski n'a pas apporté la preuve que la Chambre de première instance ait commis la moindre erreur en constatant qu'aucune de ces maisons n'a pris feu par accident, ni suite au pilonnage de l'armée de la FIROM ou de l'ALN, que c'était la police qui avait ouvert le feu, et qu'aucune de ces maisons n'était utilisée à des fins militaires au moment où il y a été mis feu. Par conséquent, le quatrième moyen d'appel de M. Tarczulowski est rejeté. Dans son troisième moyen d'appel, Johann Tarczulowski affirme que la Chambre de première instance aurait commis une erreur en invoquant les modes de responsabilité de la planification, de l'incitation et de l'ordre en application de l'article 7.1 du statut. Concernant la planification, M. Tarczulowski avance que la Chambre de première instance aurait commis une erreur en concluant que la finalité première de l'opération de police déclenchée le 12 août 2001 à Ljuboten avait été de lancer une attaque dirigée sans distinction contre tous les Albanais de souche et leurs biens. Selon lui, les éléments de preuve démontrent que l'objectif de cette opération de police était de débarrasser Ljuboten des membres de l'ALN qui y étaient présents et avaient été qualifiés de terroristes. Il réaffirme également que l'opération pouvait fort bien avoir été planifiée par le président de la FIROM ou par de hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. La Chambre d'appel ne constate aucune erreur lorsque la Chambre de première instance conclut que la finalité première de l'opération de police avait été de lancer une attaque dirigée sans distinction contre tous les Albanais de souche et leurs biens, et que Johann Tarczulowski était animé de l'intention requise et avait participé à la planification de l'opération. L'éventuelle participation de tierces personnes à cette planification n'a aucun effet sur la conclusion de la Chambre de première instance, retenant la responsabilité pénale de Johann Tarczulowski pour avoir planifié l'attaque.
S'agissant de la responsabilité pour avoir incité et ordonné, M. Tarczulowski fait valoir que la Chambre de première instance l'a condamné à tort sous cette forme de responsabilité, en raison de l'absence totale de preuves donnant à penser qu'il aurait donné à d'autres des encouragements ou des instructions en vue de commettre un crime. Pour ce qui est de la responsabilité pour avoir ordonné, il invoque également l'absence totale de preuves attestant qu'il aurait disposé de l'autorité de fait et de droit nécessaires pour ordonner la commission de meurtre, d'intention criminelle ou de sévices graves. Il fait aussi valoir que la Chambre de première instance a versé dans l'erreur, ce qu'on interprète en jugeant qu'il a été animé de la mens rea requise pour ordonner certains crimes, alors qu'elle n'avait pas été en mesure de déterminer qui avait ordonné l'opération. La Chambre d'appel ne constate aucune erreur lorsque la Chambre de première instance conclut que M. Tarczulowski a donné des encouragements et des instructions à des policiers afin que ceux-ci commettent les crimes en cause et qu'il occupait un poste à responsabilité lui donnant le pouvoir de les forcer à commettre ces crimes. Le fait qu'il ait reçu l'ordre de diriger l'opération ne le dispense pas de sa responsabilité pénale si, en exécution de l'ordre reçu, il a à son tour ordonné à d'autres de commettre un crime. Par conséquent, le troisième moyen d'appel de M. Tarczulowski est rejeté. Le sixième moyen d'appel concerne les déclarations extrajudiciaires qu'il a faites à une commission mise sur pied par le ministère de l'Intérieur et chargée d'enquêter sur les événements de Ljuboten. Il affirme que ces déclarations extrajudiciaires ont été indûment admise parce qu'elle ne respectait pas les conditions posées à l'article 89 du règlement de procédure et d'épreuve et les grands principes du droit. Et il dit aussi que, puisque la Chambre a estimé que ces déclarations étaient recevables, on aurait dû donner foi aux déclarations qui lui étaient favorables. La Chambre d'appel estime qu'en application de l'article 89, la Chambre de première instance était en droit de déclarer ces déclarations recevables en ce qu'elles représentaient fidèlement ce que M. Tarczulowski avait dit à cette commission. Les grands principes du droit n'imposent pas l'exclusion de déclarations extrajudiciaires. De plus, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a bien apprécié ces déclarations en tenant compte des autres éléments du dossier. En conséquence, le sixième moyen d'appel de M. Tarczulowski est rejeté. Dans son septième moyen d'appel, M. Tarczulowski affirme que la Chambre de première instance a eu tort de le condamner à 12 ans de réclusion. Il fait notamment valoir que la Chambre de première instance n'a pas retenu comme circonstance atténuante le fait qu'il exécutait les ordres que lui avaient donnés ses supérieurs hiérarchiques. Il ajoute que la Chambre de première instance n'a pas tenu compte du fait que la FIROM avait par la suite accordé une amnistie générale à tous ceux qui avaient été partis au conflit. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a bien pris en compte le fait que M. Tarczulowski exécutait des ordres donnés par d'autres dans son analyse de la gravité des infractions reprochées. De surcroît, il y a dans les textes de loi concernés de la FIROM une disposition disant que les auteurs d'infractions pénales relevant de la compétence du tribunal n'ont pas le droit de bénéficier d'une amnistie. De plus, la Chambre de première instance n'est pas tenue par la grille des peines en vigueur en ex-République yougoslave de Macédoine. En conséquence, le septième moyen d'appel de M. Tarczulowski est rejeté. Abordons maintenant l'appel interjeté par l'accusation contre l'acquittement de M. Boszkowski.
Selon l'accusation, la Chambre de première instance a commis une erreur de droit à cause d'une mauvaise interprétation de l'article 7.3 du statut, selon laquelle il suffirait qu'un supérieur hiérarchique transmette un rapport aux autorités compétentes, lequel aurait probablement entraîné l'ouverture d'une enquête portant sur les faits en question. Mais la Chambre d'appel est convaincue de la justesse de la conclusion de la Chambre de première instance, laquelle a jugé que, dans certaines circonstances, un supérieur hiérarchique peut s'acquitter de l'obligation de punir un subordonné fautif en transmettant un rapport aux autorités compétentes, pour autant qu'il soit probable que ce rapport entraîne l'ouverture d'une enquête, d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure judiciaire. À défaut, l'accusation invoque une erreur de fait, là où la Chambre de première instance a conclu que M. Boczkowski avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour punir ses subordonnés fautifs. L'accusation souligne notamment qu'il était impossible que ces rapports fournis par le ministère de l'Intérieur aux autorités compétentes entraînent, vu leur nature, l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les événements survenus à Ljuboten.